Il y a cette célèbre question d'entretien Google que tout le monde se trompe. Vous êtes réduit à la taille d'une pièce de 5 centimes et placé dans un mixeur. Les lames commenceront à tourner dans 60 secondes. Alors, que faites-vous? J'aimerais pouvoir esquiver les lames en me baissant et détruire le mécanisme au fond. Pousser le mixeur. Demandez gentiment à ce que le mixeur ne soit pas allumé. Attacher mes vêtements ensemble pour en faire une corde. Si j'étais plus léger, je pourrais peut-être attraper un courant ascendant. Sauf au pied. Je veux dire, je fais la taille d'une pièce de 5 centimes. Quelle qualité de vie est-ce? D'accord, résonance. Je vais courir vers un mur, le pousser, courir vers l'autre mur, le pousser, courir vers l'autre mur, donc je vais renverser le conteneur. Honnêtement, je penserais à essayer d'atteindre le centre même des lames. Ça tourne autour de moi, mais les rotations par minute réelle ne sont probablement pas si élevées si je suis debout au milieu. J'attache mes vêtements à l'une des extrémités des lames. Alors qu'il démarre, oui, je le fais me balancer et puis je pars. Mais ces réponses ne suffisent pas. J'ai découvert ce problème pour la première fois dans ce livre. Il décrit comment chaque année, Google reçoit environ 3 millions de candidatures, mais il n'embauche que 7000 personnes. C'est un taux d'acceptation de 0,2%. Donc, une façon de filtrer des millions de candidats était d'utiliser des casse-têtes. Et les intervieweurs inventaient ces énigmes pour s'amuser. À l'époque, nous n'avions pas de liste de questions à poser. Nous partagions les questions entre nous. Certaines questions sont devenues populaires, comme « Combien de balles de golf peuvent tenir dans un Boeing 747 ?» Ou « Combien devriez-vous facturer pour laver toutes les fenêtres à Seattle ?» Mais la question du mixeur m'est vraiment restée en tête. Et je ne suis pas seul. Allongez-vous et savourez la brise. Le meilleur modèle au monde ne fonctionnera peut-être que 10 ou 11 heures. Alors nous sortons et quand nous le faisons, nous sommes mieux parce que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. La question a été vivement débattue dans les commentaires de Reddit. Il y a tellement de réponses différentes, mais laquelle est la meilleure? Tu vas essayer de te cacher sous les lames, je suppose? Se cacher sous les lames, probablement. Bonne première réaction, mais cela ne résout pas complètement votre problème. Vous êtes maintenant coincé dans un mixeur qui tourne. Donc peut-être que vous voulez vous échapper. Puis-je grimper au mur? Y a-t-il des défauts dans les murs qui sont suffisamment grands pour que je puisse m'y accrocher? Ai-je des forces de Van der Waals assez fortes pour me connecter au mur? Suis-je essentiellement un petit gecko? Un gecko peut se coller à la paroi d'un mixeur, même si ni son pied ni le verre ne sont chargés. Le pied du gecko doit être fermement pressé contre le verre, de sorte que ses atomes soient à quelques nanomètres des atomes de verre. Les électrons d'un atome ne sont pas répartis uniformément autour du noyau à tout moment. Ils pourraient être légèrement plus d'un côté que de l'autre. Cela rend l'atome momentanément légèrement chargé positivement d'un côté et légèrement chargé négativement de l'autre. L'atome de verre à côté de lui ressent l'attraction de ce déséquilibre de charge et donc un déséquilibre de charge similaire est induit sur l'atome de verre. Et donc, les électrons dans l'atome de verre sont attirés vers le noyau de l'atome de gecko et vice-versa. Il y a donc une force d'attraction très faible entre les atomes neutres. Ceci est connu sous le nom de force de Van der Waals et c'est ce qui permet au gecko de coller au mur. C'est la même force qui maintient le graphite ensemble. Il n'y a pas de liaison réelle entre les couches de graphène dans un crayon. C'est comme une pile de papier. Les couches ne collent que grâce aux forces de Van der Waals. Ces forces sont faibles, mais vu notre petite taille, elles pourraient suffire à nous aider à sortir. Cela, je peux presque certainement dire que nous ne collerions pas à cette échelle et c'est parce que les interactions de type Van der Waals sont encore petites et j'ai étudié le clonage, donc celui de ces cafards et geckos, vous savez, il s'avère que vous devez être très spécial pour faire cela. Les geckos ont des millions de petites branches sur leurs pieds qui augmentent leur surface et leur permettent de se mouler à celle-ci. Nos mains ne sont pas comme ça. Mais les fourmis et les cafards ne dépendent pas des forces de Van der Waals et ils peuvent toujours grimper sur les murs. Alors, un humain miniature le pourrait peut-être aussi. Le mécanisme d'une patte de cafard, que je connais parfaitement, est absolument magnifique. Il en va de même pour une main. Il y a deux petites griffes intarsives. Elles claquent sur une surface, surtout quand elles grimpent. Mètres par seconde. Échange, engage. Malgré l'absence d'adhérence, ils ont un attachement frictionnel très sophistiqué. Ces griffes peuvent agripper presque tout, même le verre.
Alors que le verre nous semble lisse, il est en réalité couvert de minuscules imperfections de surface. Pour un insecte, ces caractéristiques sont importantes. Les fourmis ont en fait un dispositif d'escalade. Elles utilisent en gros de petites sortes de haches pour se frayer un chemin. Nous n'avons pas les disques d'attache ou quoi que ce soit d'autre, ni les griffes spéciales ou les forces de Van der Waals. Non, nous avons des griffes. Si vous êtes à cette échelle, nos doigts sont des griffes. Nous avons vraiment 2 griffes. Et puis nos pieds ne sont pas très bons pour grimper. Je ne sais pas. Encore une fois, à grande échelle, je ne sais pas. Imaginez mettre une petite pointe tranchante dans votre pied. Aiguisez vos chaussures et portez des talons hauts. Vous serez prêt à partir. Alors maintenant, je grimpe en talons. Mais il y a toujours un problème. Je veux dire, je vais devoir être assez prudent en plaçant chaque main et pied lentement. Ça va prendre plus de 60 secondes pour sortir. Entre-temps, les lames auront commencé à tourner. Une erreur et je suis un smoothie! Google cherchait donc une réponse différente. D'accord, maintenant, nous allons au bâtiment de physique. Peut-être qu'ils savent. Ouais, je n'ai vraiment rien, je suis perplexe. C'est vraiment gênant. En dernière année de diplôme, on devrait savoir ça. J'ai l'impression que je pourrais probablement courir sur les côtés et me jeter dehors. Si nous parlons de l'entropie, elle devrait augmenter à un certain point, menant à une sorte de chaos où aucun système ne restera intact. En extrapolant cette logique jusqu'à l'infini, on peut trouver une certaine tranquillité, même si c'est encore trop grand pour envisager un tunnel quantique ou quelque chose de similaire. Oh, wow. Je veux dire que c'est vraiment trop réfléchi. Ce n'est en fait pas si compliqué. Veux-tu entendre la meilleure réponse que j'ai entendue jusqu'à présent? D'accord. Juste saute. Sauter, comment cela marcherait-il? Juste saute. Hein? Comment? Ça fonctionne comme ça? Sautez où? Sortez des lames, montez simplement. Donc celui qui vous a dit ça est... Vous n'est-ce pas? Ouais. Ça a du sens. Non, ça n'a pas de sens, mais Veux-tu entendre pourquoi ça fonctionne? explique-moi le fonctionnement. Sauter hors d'un mixeur semble impossible car à la taille d'un nickel, le mur d'un mixeur est 15 fois votre taille. Ce serait comme sauter par-dessus un immeuble de 8 étages. Mais regardez ces clips. L'avez-vous remarqué? Un cheval, un chien et un écureuil, ils sautent tous à peu près à la même hauteur. Alfonso Borrelio, le père de la biomécanique, a observé cela au XVIIe siècle. Comme il l'a dit, dans les mêmes conditions, les animaux plus petits et plus légers font des sauts plus grands par rapport à leur corps. Si les autres conditions sont égales, et en effet les membres et les autres organes sont dans la même proportion, le chien sautera aussi loin que le cheval. Évidemment, il existe des variations. Une espèce dont la survie dépend du saut sera optimisée pour cela, tandis que d'autres, comme les tortues et les éléphants, ne sautent pas du tout. Mais quand vous considérez les énormes variations de taille, je veux dire, un cheval est 1500 fois plus lourd qu'un écureuil. C'est incroyable qu'ils aient sauté à peu près à la même hauteur. Et ce n'est pas parce que les écureuils sont super musclés ou quelque chose du genre. Les chevaux et les écureuils ont des pourcentages de muscles par rapport à leur poids similaires, et les insectes ont encore moins de muscles par rapport à leur poids. Pourquoi pensez-vous qu'une fourmi peut soulever 50 fois son propre poids corporel? Non, vous n'êtes pas plus musclé. Allez à la salle de sport. Vous êtes plus musclé qu'un œuf. Alors, comment les petites choses sont-elles si fortes? Eh bien, si vous regardez de près un muscle, il est composé de petites unités appelées sarcomères. Ils agissent tels des ressorts miniatures. La compression d'un muscle dépend du nombre de ses ressorts en série. Mais la force d'un muscle dépend uniquement du nombre de ceux qui travaillent en parallèle. Donc plus le muscle est épais, plus il y a de ressorts en parallèle et plus la force est grande. Ainsi, la force d'un muscle dépend de sa section transversale. Et à mesure que les animaux rétrécissent, leur section transversale diminue avec le carré de leur taille. Mais le poids d'un animal est proportionnel à son volume. Donc cela évolue avec le cube de leur hauteur. Donc, à mesure que vous réduisez l'échelle, le poids diminue plus vite que la force. Par conséquent, les petits animaux ont des rapports force-poids bien plus élevés. Je veux dire, vous pourriez probablement soulever votre propre poids, comme si vous mettiez votre propre poids corporel sur votre dos et que vous faisiez un squat avec ça. Vous pourriez maintenant soulever 100 fois. Ouais. Allons-y.
Et pour nous coincer dans ce mixeur, cette force supplémentaire par rapport à notre poids signifie que nous pourrions sauter directement dehors. Votre surface diminue avec le carré. Tu serais comme un petit Superman. Je vois, d'accord. C'est génial. Je pourrais littéralement sauter hors d'un mixeur. Tu pourrais sauter hors d'un mixeur. Mais dans les films et les jeux où les gens sont réduits, ils ne le montrent presque jamais comme ça. Chérie, j'ai rétréci, Les Gosses était un de mes films favoris étant enfant. J'adore ça. Les enfants peinent à attraper les ciseaux. Il manque un de peu d'être écrasé par les gouttes de pluie. Si c'était scientifiquement exact, il serait en réalité surpuissant. La plupart des gens n'y pensent pas quand ils entendent la question pour la première fois. La réponse semble presque trop simple. Poser les bonnes questions permet de définir le problème. Il existe des solutions évidentes et efficaces pour de nombreux problèmes du monde réel. Maintenant, je suis tout à fait pour les solutions évidentes, mais dès le départ, la réponse de sauter ne me convenait pas. Même cette notion de genre n'a aucun sens pour moi, je vais l'écarter complètement. Sauter ne se résume pas simplement à la force par rapport au poids. C'est aussi une question de timing, de cinétique et d'autres facteurs. Alors, genre, combien de temps pouvez-vous être en contact avec le sol? Combien pouvez-vous appliquer cette force en une seule fois, genre, sur une très courte période? Serait-il juste de dire que vous réfléchissez trop? Il faut savoir mettre son incrédulité de côté. Je pense que si vous prenez en compte tous les défis potentiels qu'un humain aurait, juste comme s'ils sont soudainement de cette taille, ils n'ont pas, comme le temps de s'entraîner à utiliser leurs jambes et tout dans ce nouvel environnement, donc je ne leur donne pas beaucoup de chances de s'en sortir. Parfois, il y a des gens qui rendent tout plus complexe qu'il ne le faut, et cela peut être problématique. J'aimerais voir, tu sais, une modélisation réaliste comme si on me réduisait 100 fois. Comme, puis-je sauter plus haut? J'aimerais voir quelqu'un résoudre ces équations de physique. Oui, on peut sauter plus haut, mais pas 100 fois plus haut. Tu vois? Nous avons donc demandé aux chercheurs du laboratoire de biomécanique de Georgia Tech d'enquêter. Pendant qu'ils tentent de comprendre, parlons de notre sponsor du jour, Incogni. À chaque navigation sur Internet, inscription à une newsletter ou achat en ligne, vos données personnelles sont collectées. Elles sont stockées et parfois vendues sans votre permission. Alors, comment échapper à cela? Eh bien, avec votre permission, Incogni contacte les courtiers de données en votre nom et demande, en utilisant un langage juridique approprié, qu'ils suppriment vos informations personnelles. Donc, au lieu de passer d'innombrables heures à essayer de traquer ces entreprises vous-même, Incogni fait tout ce dur travail pour vous. Depuis que j'utilise Incogni, en une semaine seulement, ma boîte de réception est moins envahie et je reçois moins d'appels indésirables sur mon téléphone. Après un mois, mon tableau de bord affichait encore plus de suppressions d'entreprises avec lesquelles je n'avais jamais interagi, mais qui détenaient mes informations personnelles. Pour échapper facilement aux griffes des courtiers en données, visitez incogni.com, Veritasium. Vous pouvez cliquer sur ce lien en bas dans la description ou scanner ce code QR. Utilisez le code VERITASIUM pour 60% de réduction sur votre abonnement annuel et prenez le contrôle de vos données aujourd'hui. C'est incogni.com/VURITASIUM. Voyons maintenant comment se déroule cette simulation. Donc, nous avons notre mixeur simulé. Nous mesurons 2 cm et nous devons sauter au moins 30 cm pour sortir. Je me suis dit, et moi alors? Comme je suis assez, plutôt non athlétique, j'ai mesuré ma hauteur de saut juste à côté de mon bureau. Mon partenaire a pris les mesures et je connais mon poids. Alors, à quoi cela ressemblerait pour moi? Si nous avons une personne qui pèse 84 kg, qui fait des squats de 15 cm et qui a une hauteur de saut de 27 cm, cette personne, si elle était réduite à 1% de sa taille originale, elle sauterait 42 cm de haut. La simulation simple montre une hauteur de saut de 42 cm. Donc vous y arriveriez, mais nous devons ajouter la résistance de l'air. Puisque notre surface de section transversale est maintenant 100 fois plus grande par rapport à notre poids, la traînée devrait avoir un effet plus marqué à la taille d'un nickel. Si c'était une hauteur de saut de 42 cm avant pour le sauteur avec traînée, en tenant compte de celle-ci, alors c'est environ 39 cm. Donc, nous diminuons un peu la hauteur de saut. Mais ce calcul de traînée suppose que vous sautez parfaitement à la verticale. Mais que se passe-t-il si vous êtes un peu mal coordonné et que vous vous retournez sur le côté en plein saut? Eh bien, vous exposez alors 10 fois plus de surface, ce qui augmente la quantité de résistance de l'air.
Comme si, d'une manière ou d'une autre, vous vous retourniez et que vous continuiez à monter comme ça. Quelle est alors la résistance de l'air? Donc, faire cela signifie une hauteur de saut de 22 cm. Oh, donc nous ne le faisons pas, zut. Si vous commencez à être trop confiant et que vous voulez faire un salto arrière pendant que vous y êtes, alors vous allez tout gâcher. Oui. Ne faites pas de salto arrière hors du mixeur, c'est bien mieux. N'essaie pas de te vanter. Tu essaies juste de ne pas te faire couper. Vas-y simplement la tête la première. Ce n'est pas tant sortir du mixeur, mais ce qui se passe ensuite. Vous avez 2 hommes de la taille d'un nickel libre dans le monde? Pensez aux possibilités. La simulation est de retour. Vous pouvez sortir du mixeur. D'accord, je suis content que nous ayons fait cet exercice. Voulez-vous que je fasse un autre mois de recherche sur ce sujet? Non, t'as fait assez, je suis convaincu. Je pense que sauter est une réponse insatisfaisante. C'était insatisfaisant quand tu l'as mentionné au début et tu es passé par le modèle de simulation et tu as dit « Regarde, notre petit personnage peut sauter 40 cm. » Alors, es-tu convaincu maintenant? Et moi, je suis comme « Je suppose ». Mais j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Oh, c'est quoi? Quelque chose se passe? Vous me dites que je dois appliquer une force en 1 millième de seconde et que je dois subir 278 grains. Je ne vais pas survivre à ça. Donc, ce que je comprends maintenant, c'est que comme mon intuition était bonne, je pense que l'intuition de tout le monde est que vous ne pouvez pas sauter hors d'un mixeur. Je pense qu'ils ont raison. Et vous pouvez dire que c'est trop réfléchi, mais c'est tout l'objectif de la devinette. C'est de trop y penser. C'est d'arriver à ce point où vous y pensez dans le détail de ce qui serait réellement faisable. Beaucoup de choses iraient mal. Nos cœurs doivent générer une certaine pression pour faire circuler le sang, vous savez, jusqu'à notre tête et tout le long vers le bas. Si vous réduisez la taille du cœur humain, il ne sera pas capable de générer les mêmes types de forces. Je pense qu'il y aurait une catastrophe à une taille plus petite en contrôlant la pression de l'air à l'intérieur de ces innombrables sacs dans nos poumons. Il y aurait un équilibre exquis là-dedans. Maintenant, si tu essayes de prendre ce même design et de le comprimer, je serais sceptique quant à ta capacité à garder les voies respiratoires ouvertes. Tu ne pourrais même pas réfléchir à tout ça, car tu n'aurais tout simplement pas les structures cérébrales que nous avons. Tu ne peux pas placer 4,26 milliards de neurones dans un volume de la taille d'une pièce de 5 centimes. Tu ne peux pas réduire non plus la taille des cellules. C'est ça le problème. Alors, sauter, pour moi, semble être ta seule option. Mais je ne pense pas que vous allez pouvoir sauter parce que vous ne pouvez pas respirer et votre cœur ne peut pas pomper le sang, donc vous vous effondrez et mourrez avant de pouvoir faire votre saut. Si vous êtes un biologiste, vous pensez que nous mourrions. Si vous êtes un physicien, vous pouvez décider si nous serions de petits supermen ou, comme je le crois, incapables d'exploiter pleinement notre force supplémentaire. Borrelio ne savait rien, il n'avait même pas de mixeur. Il ne connaît pas le stress. Mais si vous êtes un intervieweur chez Google, vous ne vous souciez peut-être même pas de la réponse. Je pense que l'une des idées fausses que les candidats ont est que lorsque l'on me pose cette question, c'est parce qu'ils veulent voir si je peux résoudre ce problème. Ce n'est en fait pas tout à fait juste. Il y a 5 attributs que les gens recherchent. Il y a la gestion de l'ambiguïté. Il y a la décomposition du problème, être créatif, être intelligent, puis la communication. Donc je suppose qu'aucun de ces 5 n'est si c'est correct. Exact. Nous sommes allés bêtement essayer de comprendre quelle est la meilleure de ces réponses. Oui. Google a réalisé que poser ce type de questions n'avait pas beaucoup de sens. Laszlo Bock, le vice-président senior des opérations humaines chez Google, a dit cela. Concernant l'embauche, nous avons réalisé que les casse-têtes sont une perte de temps. Combien de balles de golf peut-on mettre dans un avion? Combien y a-t-il de stations-service à Manhattan? Une perte de temps, elles ne prédisent rien et servent surtout à flatter l'ego de l'intervieweur. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce moment où l'on se demande si l'on va admettre que l'on a tort, et je réponds « Oui, vous savez, je pense que cela va plus loin que je n'ai pas tort. C'est fou, cette question est folle, et je pense que cela va dans le sens de ce que vous avez dit, à savoir que ce genre de casse-tête n'est pas un bon moyen d'évaluer si les gens savent de quoi ils parlent. » Bien que les casse-têtes ne soient pas utiles pour évaluer les candidats à un emploi, ils ont une certaine utilité.
Je veux dire, chaque fois que nous posons cette question aux gens dans la rue, aux étudiants en physique et aux scientifiques, ils s'illuminent. Ils ont dû essayer de voir le monde sous un nouvel angle. Et c'est exactement cette façon de penser qui a conduit à certaines des plus grandes découvertes scientifiques. Einstein a utilisé des expériences de pensée pour élaborer sa théorie de la relativité. La solution d'Auer au casse-tête des ponts de Königsberg est ce qui a inspiré la théorie des graphes. Et quand Schrödinger voulait illustrer ses problèmes avec la mécanique quantique, il a imaginé un chat dans une boîte de torture. La question du mixeur est certes ridicule, mais les questions ridicules peuvent donner des réponses profondes et nous montrer de nouvelles choses. Je pense que pour apprendre quelque chose de nouveau, vous devez être prêt à embrasser le ridicule et simplement aller avec.